Il y a 50 ans, cette maison a été témoin d'un des plus grands mystères de la science moderne. Un mystère si profond encore aujourd'hui que des milliers de scientifiques pourtant à la pointe de la physique essayent toujours de le résoudre. Albert Einstein a passé ici ses 20 dernières années dans cette modeste demeure de Princeton, dans le New Jersey. Et dans son bureau du 2e étage, il a inlassablement cherché une théorie unique si puissante qu'elle décrirait tous les mécanismes de l'univers. Même à la fin de sa vie, il gardait un carnet à portée de main, s'acharnant à essayer de trouver les équations de ce qui deviendrait un jour la théorie du tout. Einstein était convaincu qu'il était sur le point de faire la découverte la plus importante de l'histoire des sciences. Mais le temps lui a manqué pour réaliser son rêve. Aujourd'hui, presque un demi-siècle plus tard, son objectif d'unification, combiner toutes les lois de l'univers en une seule et unique théorie, est devenu le saint graal de la physique moderne. Et elle pense avoir peut-être réalisé le rêve d'Einstein avec une théorie radicalement nouvelle, baptisée la théorie des cordes. Et si celle-ci se vérifie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Selon cette théorie, nous vivons sans doute dans un univers où réalité et science-fiction se rejoignent. Un univers en 11 dimensions, avec des univers parallèles au coin de la rue. Un univers élégant, composé entièrement de la musique des cordes. Et pourtant, cette ambitieuse théorie qui sonne compliquée repose sur une idée étonnamment simple. Elle postule que tout dans l'univers, de la plus infime particule à l'étoile la plus lointaine, est fait d'un même ingrédient. Des brins d'énergie vibrants incroyablement petits qu'on appelle des cordes. Tout comme une corde de violoncelle peut donner naissance à une grande variété de notes musicales, les cordes minuscules de notre théorie vibrent selon une multitude de modes différents, constituant ainsi tous les éléments de la nature. En d'autres termes, l'univers est comme une formidable symphonie cosmique, résonnant de toutes les notes que peuvent produire les vibrations de ces petits brins d'énergie. La théorie des cordes n'en est encore qu'à ses balbutiements. Mais elle révèle déjà une image totalement inédite de l'univers, à la fois merveilleuse et insolite. Mais qu'est-ce qui nous permet de penser que nous pouvons comprendre la complexité de l'univers, sans parler de la réduire à une seule théorie du tout? Nous avons R mu moins 1 demi G mu nu R, tu te souviens de la formule, égale 8 P G T mu nu. Ça découle d'une variation de l'action Einstein-Hilbert et on obtient les équations de champ. Et ce terme, tu te souviens bien de son nom? Non. C'est la courbure scalaire. C'est le tenseur de Ricci. Est-ce que tu as révisé au moins? Vous aurez beau vous évertuer, on ne peut pas enseigner la physique à un chien. Son cerveau n'est pas câblé pour ça. Mais, et nous? Comment savons-nous que nous sommes capables de comprendre les lois les plus profondes de l'univers? Eh bien, pour les physiciens d'aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Et nous reprenons là où Einstein l'a laissé, la quête de l'unification. L'unification serait la formulation d'une loi décrivant sans doute tout l'univers connu à partir d'une seule idée, d'une équation maîtresse. Et nous envisageons comme possible cette équation maîtresse parce que, disons au cours de ces 200 dernières années environ, notre compréhension de l'univers nous a fourni un faisceau d'explications qui tendent absolument toutes
vers un seul et même point. Elle semble bien converger vers l'unique idée en or que nous cherchons encore sans pouvoir la trouver. Et bien avant Einstein, la quête de l'unification a commencé par l'accident le plus célèbre de toute l'histoire des sciences. On raconte qu'un jour de l'année 1665, un jeune homme était assis sous un arbre quand tout à coup, il vit une pomme tomber juste devant lui. Et avec la chute de cette pomme, Isaac Newton révolutionna notre image de l'univers. Dans une hypothèse audacieuse pour son temps, il affirme que la force qui attire les pommes vers le sol et la force qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre ne font qu'une. D'un seul coup, il unifie les cieux et la Terre en une théorie unique qu'il appelle gravité. La gravité était la première force que l'on comprenait scientifiquement, mais 3 autres encore allaient finalement suivre. Et quoique Newton ait découvert sa loi de la gravitation il y a plus de 300 ans déjà, ces équations décrivant cette force font de si exactes prédictions que nous continuons à les utiliser aujourd'hui. Ce sont même elles qui ont permis aux scientifiques de calculer la trajectoire d'une fusée qui a emmené l'homme sur la Lune. Mais il y a un problème. Si ces lois décrivent la force de la gravité avec une grande précision, Newton dissimule pourtant un secret embarrassant. Il n'a pas la moindre idée de la façon dont elle fonctionne. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'un petit employé du Bureau suisse des inventions techniques va changer cela. Tout en étudiant les demandes de brevets, Albert Einstein médite sur le comportement de la lumière. Il est loin de se douter que ses rêveries sur la lumière l'amèneront à résoudre le mystère de la nature de la gravité. C'est à l'âge de 26 ans que Einstein va faire une découverte stupéfiante. La vitesse de la lumière est une sorte de limite de vitesse cosmique. Une vitesse que rien dans l'univers ne peut excéder. L'ennui, c'est que l'idée que rien ne peut se propager plus vite que la lumière va à l'encontre de la vision newtonienne de la gravité. Pour comprendre ce conflit, procédons à quelques expériences. Et pour commencer, on va créer une catastrophe cosmique. Imaginez que, tout d'un coup, et sans le moindre avertissement, le Soleil s'évapore et disparaisse complètement. Rejouons maintenant la catastrophe pour voir quel en serait l'effet sur les planètes d'après Newton. Sa théorie prédit qu'en cas de destruction du Soleil, les planètes sortiraient immédiatement de leur orbite pour dériver dans l'espace. En d'autres termes, Newton envisageait la gravité comme une force agissant instantanément à n'importe quelle distance. Et c'est donc immédiatement qu'on ressentirait l'effet de la destruction du Soleil. Mais Einstein voyait un énorme problème dans la théorie de Newton. Il savait que la lumière ne se propage pas instantanément. Il faut en effet aux rayons du Soleil 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui le séparent de la Terre. Et puisqu'il avait montré que rien, pas même la gravité, ne peut voyager plus vite que la lumière, comment la Terre pourrait-elle quitter son orbite avant que l'obscurité résultant de la disparition du Soleil n'ait atteint nos yeux? Pour le jeune scientifique du Bureau suisse des inventions techniques, rien ne peut excéder la vitesse de la lumière. Et la vision newtonienne de la gravité, vieille de 2 siècles et demi, était donc fausse. Si Newton se trompe, pourquoi les planètes ne tombent-elles pas? Car n'oubliez pas que le triomphe des équations de Newton vient du besoin de comprendre les planètes et les étoiles, et d'expliquer en particulier pourquoi les planètes sont en orbite. Or, les équations de Newton permettaient de calculer leur trajectoire. Einstein devait donc résoudre ce dilemme. À l'approche de la trentaine, Einstein doit imaginer une image de l'univers dans laquelle la gravité n'excède pas la limite de vitesse cosmique. Tout
Tout en continuant à étudier des brevets le jour, il se lance dans une quête solitaire pour résoudre ce mystère. Et après près de 10 années d'intense remue-ménage, il trouve enfin la réponse dans un nouveau genre d'unification. Einstein a fini par envisager les 3 dimensions de l'espace et la dimension unique du temps comme liées dans un même tissu d'espace-temps. Il espérait que cette compréhension de la géométrie de ce tissu quadridimensionnel d'espace-temps lui permettrait de parler tout simplement d'objets évoluant le long des surfaces de cet espace-temps. Comme la surface d'un trampoline, ce tissu uni est déformé et distendu par des objets lourds tels que les planètes et les étoiles. Et c'est cette déformation ou courbure de l'espace-temps qui crée ce que l'on ressent comme la gravité. Une planète comme la Terre est maintenant en orbite, non parce que le Soleil la contrôle et de façon instantanée s'en empare comme dans la théorie de Newton, mais simplement parce qu'elle suit les courbes du tissu spatial, courbes causées par la présence du Soleil. Alors, avec cette nouvelle compréhension de la gravité, nous allons rejouer notre fameuse catastrophe cosmique. Qu'arrive-t-il maintenant si le Soleil disparaît ? La perturbation gravitationnelle qui en résulte va former une vague qui se propage à travers le tissu spatial de la même manière que des ondulations se propagent à la surface de l'eau quand on jette un galet dans une mare. Nous ne sentirions donc aucun changement dans notre orbite autour du Soleil jusqu'à ce que cette vague atteigne la Terre. De plus, Einstein calcule que ces ondulations de gravité voyagent exactement à la vitesse de la lumière. Ainsi, avec cette nouvelle approche, Einstein résout le conflit avec Newton de savoir à quelle vitesse la gravité se propage. Et plus important encore, Einstein va donner au monde une nouvelle image de ce qu'est réellement la force de gravitation. Ce sont des courbes et des distorsions dans le tissu même de l'espace et du temps. Il appelle cette nouvelle image de la gravité la relativité générale. Et en quelques années, Albert Einstein devient une célébrité. Einstein était comme une rockstar à l'époque. C'était sans doute une des personnalités les plus en vue du monde. Charlie Chaplin et lui régnaient sans partage sur les médias populaires. Mais malgré son extraordinaire réussite, le physicien n'est pas encore satisfait. Et il se fixe aussitôt un objectif plus élevé encore. L'unification de la nouvelle image de la gravité avec la seule autre force connue à cette époque, l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est une force qui n'avait elle-même été unifiée que quelques décennies auparavant. Au milieu du 19e siècle, l'électricité et le magnétisme éveillent l'intérêt des scientifiques. Ces deux forces semblent liées par une curieuse relation, que les inventeurs, comme Samuel Morse, mettent à profit dans des dispositifs totalement nouveaux, tels que le télégraphe. Un signal électrique, envoyé à travers un fil télégraphique jusqu'à un aimant distant de plusieurs milliers de kilomètres, produit les points et les traits familiers de l'alphabet Morse, permettant ainsi de transmettre des messages d'un bout à l'autre du continent en une fraction de seconde. Le télégraphe fait sensation, même si le principe scientifique du système reste quelque peu mystérieux. Mais pour un physicien écossais, du nom de James Clerk Maxwell, le lien entre électricité et magnétisme est tellement évident dans la nature qu'il réclame l'unification. Si vous vous êtes déjà trouvé au sommet d'une montagne pendant un orage, vous avez une petite idée de la relation étroite unissant l'électricité et le magnétisme. Quand un flux de particules chargées électriquement circule comme dans le phénomène de la foudre, il crée un champ magnétique, ce que vous pouvez vérifier avec un compas. Obsédé par cette relation,
Maxwell veut parvenir à exprimer la connexion entre électricité et magnétisme en langage mathématique. Et il parvient à échafauder 4 équations mathématiques élégantes qui unifient l'électricité et le magnétisme en une force unique, baptisée électromagnétisme. Tout comme Isaac Newton avant lui, Maxwell permet ainsi à la science de franchir une nouvelle étape vers le décryptage du code secret de l'univers. Ce qui était vraiment remarquable, c'était que ces différents phénomènes soient effectivement connectés. C'est encore un exemple de phénomènes divers issus d'un seul matériau, d'un seul principe fondateur. Environ 50 ans après que Maxwell a unifié l'électricité et le magnétisme, Einstein est convaincu que s'il parvient à unifier sa nouvelle théorie de la gravité avec l'électromagnétisme de Maxwell, il sera en mesure de formuler la fameuse équation maîtresse, celle qui peut tout décrire, l'univers tout entier. Einstein pense visiblement qu'il existe un mécanisme grandiose qui régit le fonctionnement de l'univers tout entier. Vous me demandez pourquoi il cherchait l'unification. Je crois que c'est tout simplement parce qu'Einstein fait partie de ces physiciens qui veulent connaître l'esprit de Dieu, voir le tableau dans son ensemble. Tel est aujourd'hui l'objectif de la théorie des cordes. Unifier notre compréhension de tout, depuis la naissance de l'univers jusqu'au tourbillon majestueux des galaxies, au sein d'une seule et même série de principes, une équation maîtresse. Newton a unifié les cieux et la terre avec la théorie de la gravité. Maxwell a unifié l'électricité et le magnétisme. Einstein en conclut donc que pour construire une théorie du tout, une théorie unique pouvant englober toutes les lois de l'univers, il ne lui reste plus qu'à fusionner sa nouvelle vision de la gravité avec l'électromagnétisme. Mais quand il commence à essayer d'unifier la gravité et l'électromagnétisme, il s'aperçoit que la différence d'intensité entre ces deux forces l'emporte sur leur similarité. Vous allez le voir tout de suite. On a tendance à penser que la gravité est une force très puissante. Après tout, c'est cette force qui, à cet instant, m'ancre solidement sur ce toit. Mais comparée à l'électromagnétisme, elle est en réalité terriblement faible. De fait, il existe un petit test qui nous le prouve. Imaginez que je doive sauter depuis le toit de cet immeuble assez haut. Ou plutôt non. Au lieu de l'imaginer, je vais le faire. Vous allez comprendre. Alors, bien sûr, j'aurais dû normalement m'écraser, mais la véritable question est de savoir qu'est-ce qui m'a empêché de traverser le trottoir et de descendre tout droit jusqu'au centre de la Terre. Eh bien, aussi curieux que cela puisse sembler, la réponse est l'électromagnétisme. Tout ce que nous voyons, de vous et moi jusqu'au trottoir, est constitué de petits éléments de matière appelés des atomes. Et la coquille externe de chaque atome contient une charge électrique négative. Si bien que quand mes atomes entrent en collision avec ceux du ciment, ces charges électriques se repoussent avec une telle force qu'un petit morceau de trottoir peut résister à toute la gravité terrestre et arrêter ma chute. En réalité, la force électromagnétique est des milliards et des milliards de fois plus puissante que la gravité. C'est un peu surprenant parce que la gravité maintient nos pieds au sol et fait tourner la Terre autour du Soleil. Mais en fait, elle parvient à le faire uniquement parce qu'elle agit sur de gigantesques conglomérats de matière. Vous, moi, la Terre, le Soleil. Tandis qu'à l'échelle des atomes, la gravité est une force incroyablement faible.
Einstein va donc s'acharner à essayer d'unifier ces deux forces d'intensité considérablement différentes. Et hélas pour lui, à peine s'est-il attelé à la tâche que d'immenses bouleversements dans le monde de la physique vont le laisser loin derrière. Einstein avait obtenu de tels résultats avant 1920 qu'il pensait tout naturellement pouvoir continuer à utiliser les mêmes jeux théoriques avec le même succès. Mais ce n'était pas le cas. Dans les années 20 et 30, on a découvert la nature sous un autre jour. Et les outils et les trucs dont disposait Einstein, et qui s'étaient montrés tellement efficaces, n'étaient plus applicables. En effet, dans les années 20, un groupe de jeunes scientifiques vole la vedette à Einstein avec une manière nouvelle et très excentrique de penser la physique. Leur vision de l'univers est tellement insolite qu'elle relègue la science-fiction au rang de pâle copie et ébranle la quête d'unification d'Einstein. Unification. Unification. Conduits par le physicien danois Niels Bohr, ces scientifiques découvrent une facette entièrement nouvelle de l'univers. Les atomes, longtemps considérés comme les plus petits éléments de la nature, s'avèrent constitués de particules encore plus petites. Le noyau désormais familier de protons et de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Or, les théories d'Einstein et de Maxwell ne peuvent expliquer la façon bizarre dont ces petits bouts de matière interagissent les uns avec les autres à l'intérieur de l'atome. Il y avait un grand mystère autour de ça. Tout ce qui arrivait au noyau, tandis qu'on commençait à disséquer l'atome de différentes manières. Et les vieilles théories étaient totalement impuissantes à l'expliquer. La gravité ne s'appliquait pas, elle était beaucoup trop faible, et l'électricité et le magnétisme ne suffisaient pas. En l'absence d'une théorie expliquant cet étrange nouveau monde, les scientifiques errent dans un territoire atomique inconnu à la recherche de n'importe quel repère identifiable. Et puis, vers la fin des années 20, tout cela va changer. C'est une période où les physiciens développent une nouvelle théorie appelée la mécanique quantique. Une théorie capable de décrire le monde microscopique avec beaucoup de succès. Mais voilà le problème. La mécanique quantique est une théorie radicale qui va soudain complètement pulvériser nos précédentes façons de considérer l'univers. Les théories d'Einstein présupposent un univers organisé et prévisible. Mais Niels Bohr n'est pas d'accord. Ses collègues et lui proclament qu'à l'échelle des atomes et des particules, le monde est un jeu de hasard. Au niveau atomique ou quantique, c'est le règne de l'incertitude. Le mieux qu'on puisse faire, d'après la mécanique quantique, c'est de prédire les chances ou probabilités d'avoir un résultat plutôt qu'un autre. Et cette idée singulière, merci, donne naissance à une vision inédite et troublante de la réalité. Tellement troublante que si les caractéristiques saugrenues de la mécanique quantique étaient perceptibles dans le monde de tous les jours, comme elles le sont ici, au Quantum Café, vous penseriez sans doute avoir perdu la tête. Pendant presque 80 ans, la mécanique quantique a affirmé avec succès que le bizarre et l'étrange étaient typiques de la façon dont notre univers se comporte à des échelles infiniment petites. À l'échelle de la vie quotidienne, nous ne ressentons pas directement l'étrangeté de la mécanique quantique. Mais ici, au Quantum Café, même les choses du quotidien se comportent parfois comme si elles étaient des choses microscopiques, elles aussi.
Et j'ai beau venir régulièrement dans ce bar, je n'arriverai jamais à m'y habituer. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Je vais essayer. Elle dit qu'elle va essayer. Et oui, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des commandes précises comme un jus d'orange ici, au Quantum Café, parce qu'ici, tout est toujours régi par le hasard. Bien que je veuille un jus d'orange, il n'y a qu'une petite probabilité que j'en obtienne un, en fait. Et il n'y a pas de raison d'être déçu du fait qu'on ait un résultat ou bien un autre, parce que la mécanique quantique suggère que chacune des possibilités, telles que d'avoir un jus d'orange de couleur jaune ou peut-être un rouge, peuvent parfaitement se produire. En fait, elles peuvent très bien se produire dans des univers parallèles aux nôtres, des univers qui semblent réels à leurs habitants, autant que notre univers nous semble réel. S'il y a 1000 possibilités et que la mécanique quantique ne peut pas dire avec certitude laquelle ce sera, alors les 1000 se réaliseront. Vous pouvez rire et dire c'est forcément faux. Mais il y a beaucoup d'autres choses en physique qui semblaient fausses à l'époque où on les a trouvées et qui ne l'étaient pas. Il faut être prudent avant de dire c'est forcément faux. Et même dans notre propre univers, pour la mécanique quantique, il y a une chance que des choses qu'on pense habituellement impossibles puissent en fait se produire. Ainsi, il existe une possibilité que des particules traversent un mur ou une barrière que vous et moi considérons comme impénétrable. Il y a même une chance que j'arrive à passer à travers un élément solide comme un mur. Et cela dit, tous les calculs quantiques nous montrent bien que la probabilité qu'une chose pareille se produise dans le monde de tous les jours est tellement mince que je devrais continuer à foncer encore dans ce mur pendant presque une éternité pour avoir une chance raisonnable d'y arriver. Mais ici, ce genre de choses arrive, presque à tout moment. Il faut apprendre à oublier les idées reçues sur le monde pour comprendre la mécanique quantique. Au fond de moi, est-ce que j'ai l'impression de comprendre profondément et instinctivement la mécanique quantique? Non. Et Einstein non plus. Il restera jusqu'au bout convaincu que l'univers se comporte de façon sûre et prévisible. L'idée que l'on ne peut que calculer les probabilités que les choses tournent d'une façon ou d'une autre est un concept auquel il s'opposait farouchement. La mécanique quantique affirme que l'on ne peut pas connaître avec certitude l'issue d'une expérience. On ne peut qu'assigner une certaine probabilité au résultat de chaque expérience. Et ça déplaisait profondément à Einstein. Il disait « Dieu ne joue pas au dé ». Et pourtant, les unes après les autres, les expériences montrent qu'Einstein a tort et que la mécanique quantique décrit effectivement le fonctionnement du monde à l'échelle subatomique. La mécanique quantique n'est donc pas un luxe, quelque chose dont on peut se passer. Pourquoi l'eau est-elle comme elle est? Pourquoi la lumière la traverse-t-elle? Pourquoi est-elle transparente? Pourquoi d'autres choses ne le sont-elles pas? Comment les molécules se forment-elles? Pourquoi réagissent-elles ainsi? Dès l'instant où l'on veut comprendre quelque chose au niveau atomique, qui n'est pas du tout intuitif, on ne peut progresser qu'avec la mécanique quantique. La mécanique quantique est extraordinairement exacte. Il n'est encore jamais arrivé qu'une prédiction de la mécanique quantique contredise une observation. Jamais. Au début des années 30, la quête d'unification d'Einstein piétine, tandis que la mécanique quantique dévoile les secrets de l'atome. Les chercheurs s'aperçoivent que la gravité et l'électromagnétisme ne sont pas les seules interactions régissant l'univers. En sondant la structure de l'atome, ils découvrent deux nouvelles forces. La première, l'interaction forte, agit comme une superglue. Elle maintient le noyau de chaque atome en liant les protons aux neutrons. Et la seconde, l'interaction faible, permet aux neutrons de se transformer en protons tout en émettant des radiations. À l'échelle quantique,
L'interaction qui nous est la plus familière, la gravité, est totalement éclipsée par l'électromagnétisme et ses deux nouvelles forces. Les interactions faibles et fortes peuvent nous paraître obscures, mais il y a au moins un aspect de leur puissance dont nous sommes tous très conscients. À exactement 5h29, le matin du 16 juillet de l'année 1945, cette puissance fut révélée par un acte qui allait changer le cours de l'histoire. Au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique, au sommet d'une tour s'élevant à peu près à, disons 30 mètres au-dessus de la pointe de ce monument, la toute première bombe atomique était activée. Cette bombe ne fait que 1,50 m de large, mais elle renferme une puissance équivalente à environ 20 000 tonnes de TNT. Avec cette gigantesque explosion, les scientifiques libèrent l'interaction forte, qui maintient les neutrons et les protons étroitement soudés à l'intérieur du noyau de l'atome. En brisant l'emprise de cette glu et en explosant l'atome, il libère des quantités véritablement inimaginables d'énergie destructrice. On peut encore détecter les traces de cette explosion grâce à l'autre force nucléaire, l'interaction faible, parce qu'elle est responsable de la radioactivité. Et aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, les niveaux de radiation par ici sont encore à peu près 10 fois supérieurs à la normale. Alors, même si comparé aux forces électromagnétiques ou bien la gravité, les forces nucléaires agissent à une échelle qui semble minuscule, leur impact sur la vie quotidienne est tout aussi considérable. Mais qu'en est-il de la gravité, de la relativité générale d'Einstein? Quelle est leur place à l'échelle quantique? La mécanique quantique nous dit comment œuvrent toutes les forces de la nature dans le domaine microscopique, à l'exception de la force de gravité. Absolument personne n'arrivait à comprendre comment la gravité opère quand on descend à la taille des atomes et des particules subatomiques. Autrement dit, encore personne n'arrivait à dire comment mettre la relativité générale et la mécanique quantique ensemble dans le même paquet. On obtient comme réponse que les probabilités de l'événement sont infinies. Absurde. Ce n'est pas profond, c'est absurde. En 1933, après avoir fui l'Allemagne nazie, Einstein s'installe à Princeton, New Jersey. Il travaille dans la solitude, poursuivant avec obstination la quête dans laquelle il s'est lancé plus de 10 ans auparavant, pour unir la gravité et l'électromagnétisme. Les journaux annoncent régulièrement qu'il est sur le point de réussir. Mais la plupart de ses collègues sont persuadés qu'il fait fausse route et que son âge d'or est déjà derrière lui. Quand la communauté des physiciens théoriques commence à étudier l'atome, Einstein reste totalement en dehors. D'une certaine façon, il choisit délibérément de ne pas s'intéresser aux résultats de ses expériences. Ce qui veut dire que les lois de la mécanique quantique n'ont aucune place dans ses recherches ultérieures. On le considère comme un vieillard sympathique et hésitant qui a mené une révolution, mais s'est ensuite laissé distancer. Albert Einstein s'éteint le 18 avril 1955. Et pendant des années, son rêve d'unification des forces au sein d'une théorie unique semble avoir disparu avec lui. La quête de l'unification devient un bras mort de la physique. Au moment de la mort d'Einstein, dans les années 50, il n'y a presque plus aucun physicien sérieux engagé dans cette quête. Depuis lors, la physique s'est divisée en deux camps distincts. Un qui utilise la relativité générale pour l'étude des objets lourds de l'infiniment grand, tels que les étoiles, les galaxies et l'univers dans son ensemble. Et un autre
qui utilise la mécanique quantique pour l'étude d'objets infiniment petits, tels que les atomes et les particules. Je dirais que c'est comme si on avait deux familles n'arrivant pas à s'entendre sur rien et refusant de discuter. Et qui devraient vivre sur le même toit malgré tout. Et il a toujours semblé qu'on n'arriverait jamais à combiner la mécanique quantique et la relativité générale en une théorie unique qui serait susceptible de décrire l'univers à toutes les échelles. Tout ça n'empêche pourtant pas notre compréhension de l'univers de progresser énormément. Mais il y a un obstacle. Il existe des facettes étranges du cosmos qui ne pourront jamais être entièrement comprises tant que nous n'aurons pas trouvé une théorie unifiée. Et ce n'est nulle part plus évident que dans les profondeurs d'un trou noir. C'est un astronome allemand, Karl Schwarzschild, qui définit le premier ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs en 1916. Alors qu'il est au front pendant la Première Guerre mondiale, il propose une façon nouvelle et surprenante de résoudre les équations de la relativité générale d'Einstein. Entre deux calculs de trajectoire d'artillerie, Schwarzschild s'aperçoit qu'une énorme quantité de masse, comme celle d'une étoile très dense, concentrée dans une petite zone, déformerait tant le tissu de l'espace-temps que rien, pas même la lumière, ne pourrait échapper à son champ gravitationnel. Pendant plusieurs dizaines d'années, les physiciens ont douté que les calculs de l'Allemand soient plus qu'une simple théorie. Mais aujourd'hui, les satellites télescopes qui sondent l'espace découvrent des régions avec un gigantesque champ gravitationnel que la plupart des scientifiques considèrent comme des trous noirs. La théorie de Schwarzschild semble être devenue réalité. Mais alors, une question se pose. Si l'on essaye de comprendre ce qui se passe dans les profondeurs d'un trou noir, où une étoile tout entière est compressée en un point minuscule, faut-il faire appel à la relativité générale, parce que l'étoile est incroyablement lourde, ou à la mécanique quantique, parce qu'elle est minuscule? Tout le problème est là. Le centre d'un trou noir étant à la fois petit et lourd, on ne peut éviter d'utiliser les deux théories en même temps. Mais quand on essaye de réunir les deux théories dans le domaine des trous noirs, elles se heurtent et tout s'effondre. Leurs prédictions sont incohérentes. Or, l'univers n'est pas incohérent, il faut bien qu'il ait un sens. Aujourd'hui, avec la théorie des cordes, nous avons peut-être trouvé un moyen d'unir notre théorie de l'infiniment grand et notre théorie de l'infiniment petit pour donner un sens à l'univers à toutes les échelles et en tout lieu. Plutôt qu'une multitude de particules minuscules, la théorie des cordes affirme que tout dans l'univers, toutes les forces et toute la matière, se composent d'un seul ingrédient, de minuscules brins d'énergie vibrants que l'on appelle des cordes. Une corde peut frétiller de beaucoup de manières différentes, ce qui n'est pas le cas d'un point. Et ces différentes manières de frétiller correspondent aux différents types de particules élémentaires. C'est comme une corde de violoncelle. Elle peut vibrer exactement comme une corde de violoncelle. Chaque note décrit en quelque sorte une particule différente. Elle a donc un pouvoir d'unification extraordinaire. Elle unifie notre compréhension de toutes ces particules. En fait, la théorie des cordes nous fait une sorte de promesse, celle de pouvoir comprendre des questions qu'on n'envisageait même pas comme des questions scientifiques. Comment l'univers a commencé et pourquoi est-il ce qu'il est, au niveau le plus fondamental. L'idée qu'une théorie scientifique qu'on a déjà entre les mains puisse répondre aux questions les plus basiques est extrêmement séduisante. Mais cette séduisante théorie est sujette à controverse. Si elles existent, les cordes sont si petites qu'il y a peu d'espoir de jamais en voir une. Si la théorie des cordes ne parvient pas à fournir une prédiction vérifiable, alors il ne faut pas y croire.
D'un autre côté, il y a là une sorte d'élégance. Et étant donné l'histoire de l'évolution de la physique théorique jusqu'ici, il est tout à fait concevable qu'une partie, sinon l'ensemble de ces idées, finissent par s'avérer correctes. Je pense que d'ici 100 ans, cette période qui a vu certains des jeunes physiciens théoriques les plus brillants plancher sur la théorie des cordes restera comme un âge héroïque, pendant lequel des théoriciens auront réussi à développer une théorie unifiée de tous les phénomènes de la nature. D'un autre côté, elle peut aussi rester comme un échec tragique. Moi, je parierais plutôt sur la première solution. Mais il faudra me reposer la question d'ici une centaine d'années. Notre compréhension de l'univers a énormément progressé au cours de ces 3 derniers siècles. Imaginez plutôt. Isaac Newton, qui était sans doute le plus grand scientifique de tous les temps, a un jour dit la chose suivante. J'étais comme un petit garçon, jouant sur le rivage, et qui, de temps en temps, s'amusait à trouver un petit galet peut-être un peu plus lisse ou un coquillage plus joli, alors que l'immense océan de la vérité s'étendait devant moi et que tout restait à découvrir. Et pourtant, 250 ans plus tard, Albert Einstein, qui fut le véritable successeur de Newton, a quand même pu suggérer sérieusement que ce vaste océan, toutes les lois de la nature se réduisaient peut-être à quelques idées fondamentales exprimées par une poignée de symboles mathématiques. Et aujourd'hui, un demi-siècle après sa mort, nous sommes peut-être enfin sur le point de réaliser le rêve d'unification d'Einstein avec la théorie des cordes. Mais d'où vient cette nouvelle théorie étrange et audacieuse? Comment la théorie des cordes peut-elle obtenir l'unification ultime des lois de l'infiniment grand et de l'infiniment petit? Et comment pourrons-nous savoir si elle est juste ou non? Aucune expérience ne peut vérifier ce qui se passe à de telles distances. La théorie ne risque jamais rien. Est-ce une théorie de physique ou une philosophie? Il n'est pas écrit dans les étoiles que nous allons réussir. Mais au final, nous espérons avoir une théorie unique qui gouverne tout.